Alors merci à vous d'être avec nous. Je vais commencer avec Yann, du coup, puisque on a la chance de t'avoir avec nous. Alors j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que Cédric Villani, à l'Assemblée nationale, pas plus tard qu'hier, avait qualifié Cardiologues, donc ta start-up que tu as fondée il y a maintenant 4 ans, de fierté nationale. Bravo pour ça, on peut vraiment t'applaudir. Alors pour remettre dans le contexte, donc Cardiologues, c'est 5 millions d'euros levés, c'est ça? De plus. Plus? Plutôt de l'ordre de 10, si on compte les financements non dilutifs que la BPI nous a gracieusement accordés. Et je pense que oui, depuis le début, ça doit être 7 en equity, en capital, et de l'ordre de 2, un peu plus de 2 en non dilutif. Alors, Cardiologues, en une phrase, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? En une phrase, Cardiologues, c'est de l'intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Et en particulier, la première chose qu'on fait, c'est d'entraîner une machine à devenir très très performante sur l'analyse de l'ECG, qui est l'examen qui mesure l'activité électrique du cœur, qui est un examen qui a le grand avantage d'être simple à enregistrer. Maintenant, même Apple a annoncé, pas plus tard que le mois dernier, en mettre dans sa prochaine version de la Watch. Sauf que le problème de l'ECG, c'est qu'une fois qu'il est enregistré, il faut en faire quelque chose. Et l'analyse de l'ECG, c'est toujours un problème, à la fois pour les humains et pour les machines. Et donc on a commencé il y a 4 ans avec cette idée de développer de l'intelligence artificielle à partir de l'état de l'art, donc notamment du deep learning, pour résoudre ce problème. Et donc 4 ans après, c'est une base de données d'un peu plus de 700 000 cas qu'on a collecté dans le monde entier. C'est une technologie de deep learning qui a été développée. On a aujourd'hui une équipe de 20 personnes, dont je pense 18 ingénieurs, chercheurs en machine learning. C'est la preuve qu'on a réussi à, pour les personnes qui parlent un peu le langage de la médecine, à être beaucoup plus sensibles et spécifiques que les technologies existantes. Donc en gros, on garde des niveaux de safety pour le patient qui sont très élevés. Par contre, on réduit, typiquement sur la fibrillation atriale, qui est une maladie, on divise par 14 les fausses alertes. Ce qui fait qu'on permet à l'industrie de commencer à monitorer des dizaines de millions de patients sans avoir besoin d'avoir énormément de support derrière. Donc la fibrillation atriale, c'est une des arythmies. Aujourd'hui, on s'est détecté une centaine de maladies en tout. La fibrillation atriale, à elle seule, touche 2% de la population mondiale et provoque 30% des AVC. Et ne dépend que de la vieillesse. Donc plus on va vieillir, plus on va avoir de chances de l'avoir. Donc voilà, une dernière chose, c'est que donc on a construit un cloud-based service autour de cette technologie avec une API qui permet de recevoir des streams de data ECG, automatiquement faire la détection. Et cette solution, réglementée comme un dispositif médical, a été le premier dispositif médical à base de deep learning homologué en Europe en août 2016, toute industrie confondue pour la médecine, et a été autorisé sur le marché américain l'année dernière. Donc voilà. Une belle concrétisation. Merci. D'ailleurs, On est très fiers aussi de t'avoir ici ce soir avec nous. Donc. Et d'ailleurs, ça me fait me rappeler qu'en 2016, tu avais également remporté la France EasyEye Startup Competition, qui t'avait du coup permis aussi de développer les cardiologues du coup, aux États-Unis avec Stanford University. Ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est d'avoir ta perception sur est-ce qu'en France, est-ce que c'est facile de développer ce que tu fais en France et pourquoi, ou en tout cas, qu'est-ce que tu trouves aussi ailleurs? Bon, c'est un vaste sujet. Je dirais qu'en France, on va avoir des atouts indéniables. La qualité et la disponibilité, d'une certaine façon, de mathématiciens, de développeurs extrêmement talentueux, qui d'un point de vue purement financier et managérial ne coûtent pas cher, notamment parce qu'ils sont très bien financés par le gouvernement. Il y a énormément d'aide à l'innovation, surtout quand on démarre. Donc on a des ingénieurs qui sont bons, qui sont fidèles, qui sont à moitié subventionnés par la BPI ou par diverses aides. Et donc on a ce vivier très très fort, on a des médecins de classe mondiale, surtout en cardiologie, mais ça ne suffit pas pour faire un leader du machine learning ou de l'intelligence artificielle, parce que le nerf de la guerre, c'est la data. Et en tout cas, nous, dans notre domaine, c'est malheureusement un domaine où on n'a pas besoin d'avoir les meilleures personnes du monde en machine learning si on a 1 million de fois plus de data dans notre base de données que nos compétiteurs. C'est très ingrat parce que l'accès à la data en France est quelque chose qui est difficile.
Donc juste l'équation, on a les meilleurs médecins et les meilleurs data scientists du monde, ne suffit pas du tout à créer un leader de l'intelligence artificielle. Nos premières bases de données, on les a obtenues en faisant des partenariats de recherche clinique avec des hôpitaux aux États-Unis. On en a été récupéré en Chine, on a été récupéré en Inde, en Amérique du Sud. Donc on a bootstrappé, on a été chercher à peu près dans le monde entier où est-ce qu'on pouvait récupérer des données. On a travaillé avec des médecins français pour les réannoter derrière, parce qu'une fois que vous avez la matière première, ce qu'il faut avoir, c'est de très très bonnes annotations, et en France, on pouvait le faire. Et donc voilà comment on a construit la technologie. Donc pour construire la technologie, finalement, on a été se servir ailleurs, et puis on a fait un mix de qu'est-ce qu'on trouve en France, qu'est-ce qu'on trouve ailleurs. Maintenant, le sujet, c'est qu'on est dans un sujet de compétition globale. On vend une solution qui est numérique, qui est dans le métier de la data. Et aujourd'hui, quand on regarde les acteurs, les leaders mondiaux du numérique et de la valorisation de données, on se rend compte qu'ils sont quand même tous placés sur des marchés qui sont relativement monopolistiques, en fait, puisqu'ils créent leur barrière à l'entrée avec les données qu'ils accumulent. Donc, c'est-à-dire que plus ils ont de parts de marché, plus ils ont de données, plus ils sont compétitifs et plus ils prennent du leadership. Ce paradigme peut s'appliquer en santé, c'est-à-dire que c'est une course au leadership sur le marché. Et pour financer et pour réussir à être leader sur cette course, il faut avoir l'accès à la data, d'abord, c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir l'accès au capital, il faut aller vite, et il faut être sur un marché qui est suffisamment large pour pouvoir passer les différentes étapes. À ce jeu-là, la France n'est pas aujourd'hui spécialement compétitive. On a une réglementation ou des barrières culturelles à l'accès de la donnée qui ne nous facilite pas la vie. On a aujourd'hui un marché qui, en termes de taille, est relativement optimisé pour le patient. On a un payeur unique. Par contre, on a aussi des cycles d'adoption de l'innovation qui sont très longs. Ce qui fait que dans cette course à accumuler des données des clients et de l'usage, on n'est pas les meilleurs. Le marché américain est parfaitement inefficace en santé. Énormément de payeurs, des process pas du tout optimisés. Mais d'une certaine façon, c'est une mine d'or pour les entrepreneurs qui apportent des solutions disruptives, parce que du coup, il y a beaucoup d'argent pour optimiser ce marché, et l'intelligence artificielle peut faire ça. Donc, nous, c'est le rationnel qui nous a amené à aller sur le marché américain, c'est de se dire, le leader mondial de notre secteur sera très probablement américain. Aujourd'hui, on a la chance d'être plus avancé que même les meilleures boîtes américaines dans notre domaine. Allons tailler des croupières aux Américains avant qu'ils viennent chez nous. Donc voilà un peu l'idée. Donc la France a des atouts très forts. Aujourd'hui, il y a quand même un grand chemin dans la santé pour en faire des leaders mondiaux, parce que les leaders seront mondiaux, nécessairement. Un cœur, globalement, en tout cas dans mon domaine, c'est à peu près la même chose, epsilon près, un cœur d'Américain que d'un cœur d'Européen. Donc une technologie qui est entraînée pour être très très forte sur les Américains, globalement, sera portable sur un marché européen. C'est extrêmement intéressant. Je pense que j'aimerais beaucoup faire rebondir David sur le sujet de la data. Donc data que vous êtes allé chercher, Yann, un peu partout, en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, si j'ai bien compris. Je pense qu'en France, on a un trésor qui est la donnée, par exemple la donnée de la sécurité sociale, du CNAM. David, chez Malakoff Médéric, c'est un vrai sujet parce que sur cette partie, vous voulez vous positionner pour pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses en fait ? Je pense, pour reprendre ce qui vient d'être dit, je pense qu'on fait face à une sorte de paralysie de la data. Donc je pense que je serais pour lancer une initiative au sein de France ISEAI de libérer la data. Je pense qu'on a un fichier qui s'appelle le SNIRAM, donc 200 octets de volume, 20 milliards de lignes de prestations. Si on ajoute nos téraoctets et ceux de nos camarades, je pense qu'on arrive à peu près à 250 téraoctets. C'est la plus grosse base santé au monde. Et on ne peut pas l'utiliser. Alors, on ne peut pas l'utiliser, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, vous pouvez l'utiliser. Alors, je vais vous décrire rapidement le process. Donc, vous avez la CNIL, la CRS, l'INDS. Mis bout à bout, c'est à peu près 4 à 6 mois. Pour déposer un dossier, il faut le préparer. Donc, c'est à peu près 2 à 3 mois. Sachant que cette base et ce process ont été bâtis donc, dans des objectifs de recherche clinique et définition de protocoles médicaux, qui demandent plusieurs choses. De définir clairement le protocole, les données que vous allez utiliser et les algos que vous allez utiliser. Pour ceux qui sont dans la data science, vous avez trouvé les erreurs, ce n'est pas possible. Voilà. Donc au-delà du process et des délais, on est simplement confronté à un processus qui n'est pas bâti pour ça. Et on a beau, effectivement, passer du temps à expliquer, je pense qu'on a un vrai sujet. Donc au-delà, bien sûr, de ce réflexe
qui n'est peut-être pas français strictement sensu, mais je pense qu'il faut apprendre à pourquoi la data est aussi importante, telle que vous venez de le décrire, et qu'on a la chance d'avoir un patrimoine data que peu de pays ont, voire qu'aucun pays n'a aujourd'hui. Mais par contre, ça passe par expliquer pourquoi et dans quel contexte on a besoin de ces datas, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire, et surtout ne pas demander le résultat, puisque par définition, on ne le connaît pas très bien. Complètement. Donc quel serait pour toi le bon levier à actionner ? Moi, je pense qu'il faudrait quasiment déclarer des cas d'usage d'intérêt public, d'intérêt général. Je pense que nous, pour donner quelques exemples, on travaille sur pas mal de cas d'usage autour bien sûr de la prédiction, de la prévention primaire, secondaire, de l'orientation dans les parcours de soins, dans l'observance qui consiste à limiter les risques de rechute. Si je ne me trompe pas, ça concerne tout le monde. Et donc pour moi, ce sont même des cas d'usage ou des domaines d'usage qui sont donc d'intérêt général. Et donc à partir du moment où on se dit ça, qu'on définit un cadre éthique de l'utilisation de ces données et qu'on conditionne l'accès et la pertinence des résultats, je pense qu'on peut arriver à exploiter l'intelligence de ces datas qui demande, vu la complexité des sujets qu'on doit traiter, de se mettre plusieurs autour de la table. Et je pense que ce n'est pas avec 5 data scientists à gauche, 5 à droite, etc., qu'on va craquer le sujet. Donc les datas, on les a, il faut les libérer. Donc libérer les datas. Je pense que ce qu'on dit... Je pense que ce qu'on dit là pour le secteur de la santé peut être vrai dans bien d'autres secteurs de l'économie française. On a beaucoup de grands groupes ici avec nous ce soir. Je pense que vous partagez ce sujet sur les datas de votre secteur. Alors, encore plus, également, ce qui serait intéressant sur le côté de la santé, c'est qu'on parle beaucoup, quand on fait de la prospective dans le futur, de médecine sur mesure. On dit un jour, on pourra peut-être soigner un cancer avec un traitement sur mesure, aller vraiment sur une médecine tailor-made. Sauf qu'en fait, quand on y regarde bien, vu de ce qu'on vient de dire sur la data, si on veut une médecine sur mesure, qu'est-ce que ça implique sur la privacy des données patients? Chloé, toi, tu es dans ce sujet, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les données de la CNAM. Les choses évoluent lentement, mais elles évoluent. Donc, il y a 4 ans, on ne parlait pas du tout de de créer en fait cette base de données. Maintenant, on l'a créée. Qui y a accès, c'est très difficile, c'est très limité, mais il y a quand même des volontés de faire en sorte de pouvoir exploiter ces données. Et pour répondre à ta question, ça c'est un énorme volume de données dans lequel il y a les données patients et donc dans lequel il n'y a pas de données génétiques. Alors, je suis la première à vouloir plus de données génétiques. Ma recherche, c'est dans ce domaine. Pour vous donner une idée du genre de problème sur lequel je travaille sur des problèmes dans lesquels j'ai des centaines de milliers de mutations et j'ai 2000 patients. Et si vous avez fait un petit peu de statistiques, vous allez voir qu'il y a un problème. Néanmoins, les données génétiques, c'est un petit peu spécifique comme type de données. Alors ça devient de plus en plus facile à acquérir. Mais ça pose aussi des problèmes de vie privée et de confidentialité qui sont un peu différents du reste des données cliniques, au sens où votre génome il dit plein de choses sur vous. On découvre de plus en plus, à mesure qu'on fait des progrès en génomique, ce que votre génome dit sur vous. On ne sait pas encore trop ce qu'il va dire exactement, donc c'est un petit peu difficile de se prémunir contre certains usages quand on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans. Et votre génome dit des choses sur votre famille, parce que si vous avez une mutation qui vous donne un risque plus élevé d'avoir une certaine maladie, cette mutation elle vous a été transmise par vos parents, elle a probablement été transmise à certains de vos frères et sœurs, et vous pouvez la transmettre à vos enfants. Donc c'est ce qui rend la question un peu plus critique. Donc ça c'est le problème. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de solution. Il y a de plus en plus de travaux qui se font de manière générale sur tout type de données et en particulier sur les données génétiques, sur l'application, sur l'usage de techniques qui permettent de partager des données qui sont soit partiellement masquées, soit carrément encryptées, et de pouvoir quand même faire tourner des algorithmes de machine learning dessus pour en tirer un maximum d'utilité. Donc je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire dans cette direction, et que c'est aussi peut-être dans cette direction qu'on va arriver à convaincre les autorités supérieures de bien vouloir partager toutes leurs données avec nous. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que finalement, un des nœuds du problème, c'est que on a tendance à beaucoup trop croire au génome.
On n'est pas entièrement déterminé par nos gènes, loin s'en faut. Et en fait, savoir qu'on a une mutation qui augmente qui augmente 1,5 fois notre risque d'avoir une maladie qui de toute façon est super rare, ça ne nous dit pas grand-chose sur en fait, le fait qu'on va développer cette maladie ou pas. Ça n'empêche pas que ça soit une information qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas savoir sur soi-même, que ce soit une information sensible, que ce soit une information qui puisse être monétisée d'une façon plutôt négative par des assureurs qui disent vous avez plus de chances de mourir, vous allez payer plus cher. On y croit trop en fait. Il y a énormément de facteurs environnementaux et pas directement liés à notre génome qui entrent en ligne de compte. Donc si on veut une médecine sur mesure, il faut accepter une grande concession sur la donnée privée et sur la protection des données de santé. Il faut accepter de les partager, ça ne veut pas dire les partager n'importe comment. Très bien. Donc la solution, c'est de créer un cadre pour le partage de ces données un peu sensibles et permettre de faire de la médecine sur mesure. Voilà, un nouveau cadre, parce qu'il y a déjà un nouveau cadre, mais il est très difficile et très contraignant comme on vient de Très l'expliquer. bien. Donc libérer les données et créer un nouveau cadre. Un cadre libérateur, en fait. Voilà. Un cadre libérateur. Un grand merci à vous. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup.